On dirait que ces derniers temps, tout ce que dit Vladimir Poutine fait terriblement peur aux médias grand public occidentaux. Le voici en Inde, parlant des objectifs de la Russie. Pendant 8 ans, nous n'avons pas reconnu les républiques autoproclamées. Pendant 8 ans, elles avaient déclaré leur indépendance et nous essayions d'établir des relations entre le reste de l'Ukraine et ces républiques. Lorsque nous avons compris que c'était impossible, qu'elles étaient simplement en train d'être détruites, nous avons été contraints de les reconnaître. Et pas seulement de les reconnaître comme des territoires partiels, mais dans les frontières administratives qui existaient à l'époque soviétique, puis durant la période de l'Ukraine indépendante, après son accession à l'indépendance. C'étaient les limites administratives, donc les habitants, les électeurs, sont venus au référendum et ont voté pour que tout le monde retire ses troupes de là et qu'aucune action armée ne soit menée. Mais ils ont préféré faire la guerre, et maintenant tout cela a atteint son paroxysme. Tout se résume à une chose. Soit nous le faisons par une action militaire et libérons les territoires, soit les troupes ukrainiennes se retirent, quittent ces territoires et cessent d'y tuer des gens. Votre commentaire sur le champ de bataille. Que se passe-t-il et comment ces remarques s'intègrent-elles? Les médias occidentaux, grand public, paniquent désormais à propos de la promesse de Poutine de libérer les territoires à l'est de l'Ukraine. Écoutez, en 2023, après l'échec de la contre-offensive ukrainienne de l'été, j'ai dit que la guerre était terminée. J'ai alors souligné que tout comme pendant la Seconde Guerre mondiale, la bataille de Koursk avait marqué le tournant, mais qu'il restait encore beaucoup de combats à mener. Et vous savez, la mort de l'Ukraine prendrait du temps. Mais quand on examine les algorithmes militaires, et c'était mon domaine de travail, le fait est que la Russie avait maîtrisé l'algorithme de l'usure. L'industrie de défense russe dépassait la capacité de l'OTAN et des États-Unis à réapprovisionner l'Ukraine. L'armée russe tuait des Ukrainiens à un rythme plus rapide que l'Ukraine ne pouvait les remplacer. Et l'armée russe se renforçait, elle ne rétrécissait pas. En somme, les mathématiques militaires dictaient l'issue de la situation. La Russie amènerait l'Ukraine au point où elle ne pourrait plus maintenir des structures défensives cohérentes sur l'ensemble de la ligne de front, et l'on commencerait à voir un effondrement. Eh bien, nous avons atteint ce point. Nous pouvons désormais affirmer sans risque que l'Ukraine n'a plus de troupes. Littéralement, des brèches apparaissent dans les lignes défensives ukrainiennes qui ne peuvent pas être comblées. Il n'y a plus personne pour le faire. Ils ont perdu trop de soldats irremplaçables, trop de capacités de commandement et de contrôle, trop d'équipements. Cela ne peut pas être remplacé. La Russie se renforce. L'Ukraine s'affaiblit. Auparavant, l'Ukraine pouvait envoyer des troupes pour combler une brèche et la Russie n'avait qu'à les user. Nous en sommes maintenant au point où il n'y a plus de troupes pour combler une brèche. La Russie les a épuisées et l'on commence à voir la Russie et ici réaliser des avancées plus impressionnantes. Vous savez, ils ont conquis plus de territoires la semaine dernière que pendant tout le mois précédent. Et je pense qu'à l'avenir, on verra la Russie s'emparer de plus en plus de territoires. Nous faisons face à un risque d'effondrement total du front de Zaporijia, ce qui serait désastreux pour les Ukrainiens, car cela permettrait à la Russie de remonter le long du Dniepr, de le traverser, de pivoter vers le sud et de prendre la rive droite de Kherson. Menaçant Mykolaïv et Odessa au passage, il n'y a pas de défense ukrainienne à cet endroit. La même chose se produit en ce moment dans le Donetsk. Si le front de Zaporijia s'effondre, la Russie pivote vers le nord, et on verrait alors une grande manœuvre en tenaille venant de Kharkiv, depuis la région de Kharkiv, se dirigeant vers le sud, et les Ukrainiens n'auraient d'autre choix que d'évacuer l'ensemble du Donbass ou de tout perdre. Et même s'ils parviennent d'une manière ou d'une autre à stabiliser le front,
ils subissent toujours une mort à petit feu. La 25e brigade et la 38e brigade de marine, deux des meilleures unités ukrainiennes, sont encerclées au sud de Pokrovsk. Elles ne sortiront pas. Elles vont mourir. Le gouvernement ukrainien a abandonné ses troupes. Elles ont demandé l'autorisation d'évacuer, mais le gouvernement le leur refuse. Elles n'ont plus de nourriture, plus de munitions, plus de carburant, et maintenant elles vont mourir. Ces ordres ont été rendus publics et les médias ukrainiens expriment une indignation généralisée. Désormais, des commandants de brigades territoriales disent « S'ils ont abandonné leurs deux meilleures brigades, que vont-ils nous faire à nous ?» Les soldats ukrainiens refusent de combattre et de mourir. Les taux de désertion atteignent un niveau record. Nous voyons des cas où des bataillons et des brigades entiers quittent le champ de bataille parce qu'ils ne veulent pas être encerclés. C'est ce qui s'est passé à Zaporizhia. Donc c'est fini. Enfin, ils se battent encore. Je rappelle aux gens que le mois le plus sanglant de la Seconde Guerre mondiale pour les forces américaines en Europe n'a pas été juin. Le débarquement, la traversée de la plage en Normandie. Ce n'était pas non plus la bataille des Ardennes, ni Aix-la-Chapelle ou la forêt de Hürtgen. C'était en avril 1945, le dernier mois complet de la guerre, lorsque l'armée allemande a été vaincue. L'armée allemande s'est battue durement, et l'Amérique a perdu plus de soldats ce mois-là que durant n'importe quel autre mois sur le théâtre européen. Il reste donc encore beaucoup de combats acharnés, mais les Russes ont maîtrisé l'offensive. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. L'armée russe qui combat aujourd'hui n'est pas celle qui a commencé ce conflit en 2022. C'est une armée complètement différente, de haut en bas. Tout a changé. Leur manière de combattre, les armes qu'ils utilisent, la doctrine qu'ils suivent, la façon dont ils sont soutenus sur le plan logistique, leurs relations de commandement et de contrôle, tout a fondamentalement évolué. L'armée russe actuelle est parfaitement adaptée à la réalité d'un combat terrestre à grande échelle, et elle est capable de maintenir ce modèle avec succès. Toutes ces histoires que vous entendez sur les assauts russes de type hachoir à viande, avec des vagues d'infanterie qui avancent, ça ne se passe pas comme ça, les gars. Les Russes avancent par groupes de 3, 6 ou 9. Parfois, ils déplacent une quinzaine de gars, mais leur propre doctrine de guerre stipule qu'on ne mène pas ce genre d'assaut en terrain découvert. Est-ce qu'ils se font piéger? Oui. J'étais justement en Russie, et pendant que j'y étais, il y avait une unité avec laquelle j'étais en contact par l'intermédiaire d'un tiers, une unité Storm Z, une unité d'assaut ayant un historique d'opération réussie. Ils se sont fait piéger. 15 hommes se sont retrouvés dans une mauvaise situation. Ils ont été frappés par des drones ukrainiens. La moitié a été tuée, l'autre moitié blessée. Pour s'évacuer eux-mêmes, parce que les drones ukrainiens posaient un énorme problème, un homme gravement brûlé a dû marcher 20 km seul pour atteindre un point où il pouvait être évacué pour recevoir une assistance médicale. Il est maintenant à l'hôpital, en train de recevoir des soins, et il va survivre. Mais ce fut une mauvaise journée pour les troupes russes. Les troupes russes ont certes de mauvaises journées, mais cela arrive rarement sur le champ de bataille. Que s'est-il passé ensuite? Les Russes ont stabilisé le front, déployé leur capacité de drones, repoussé les drones ukrainiens, obtenu la supériorité dans ce domaine, éliminé tous les opérateurs de drones ukrainiens et poursuivi leur avancée. C'est la réalité. L'Ukraine connaît des succès localisés, des contre-attaques, et ainsi de suite. Mais cela ne lui procure aucun avantage opérationnel ou stratégique. Cela ne fait que lui acheter un peu de temps avant sa défaite inévitable. Les ratios de pertes sur le champ de bataille sont incroyablement élevés en faveur de la Russie. Et par incroyablement, j'entends que lorsqu'on regarde les chiffres, on se dit que c'est impossible à atteindre. Comment la Russie peut-elle avancer? Normalement, il faudrait un avantage de 3 contre 1 pour y parvenir.
Les Russes attaquent, tu sais, sans disposer d'un avantage de 3 contre 1. Et les ratios de pertes qu'ils obtiennent en ce moment sont de 15, 20, voire 30 contre 1. Cela signifie qu'ils tuent entre 15 et 30 Ukrainiens pour chaque Russe qui meurt. C'est la réalité. C'est la réalité dont Donald Trump a pris conscience d'ailleurs. Il pensait auparavant que les Russes subissaient beaucoup de pertes parce que Keith Kellogg lui racontait ces absurdités. Ce n'est pas le cas. Les Russes perdent des hommes. C'est une guerre difficile et les Ukrainiens sont des combattants coriaces. Mais les Russes ont une domination totale en ce moment. Même dans le domaine des drones. J'ai eu un dîner fascinant avec un commandant russe de drones en première ligne et je lui ai demandé qui est le meilleur dans la guerre des drones, la Russie ou l'Ukraine. Il a répondu, l'Ukraine est vraiment douée. Ils sont vraiment bons. Sur le plan tactique et opérationnel, ils ont peut-être un léger avantage sur nous, a-t-il dit, mais ils ne peuvent pas le maintenir. Ils arrivent, atteignent un objectif pendant un jour ou deux, puis nous intervenons avec une force écrasante. Il a ajouté que, d'un autre côté, nous nous améliorons. Nous sommes aussi bons qu'eux dans la plupart des domaines et meilleurs qu'eux dans certains. Mais bientôt, a-t-il dit, nous aurons une domination totale des drones. Les Ukrainiens n'auront aucune chance, car nous avons maîtrisé cela. Nous en avons désormais fait une maîtrise systémique, et c'est ce qui fait la différence entre la Russie et toutes les autres forces. Les Russes se sont adaptés à cette réalité. Ils ont tiré les leçons, sont intervenus et ont porté cela jusqu'à l'état-major général. Ils ont inventé une nouvelle doctrine et l'ont transmise au personnel d'instruction. Les forces russes, tandis que les forces ukrainiennes restent coincées sur le champ de bataille, bloquées dans les tranchées, se relaient. Les Ukrainiens meurent, se rendent ou sont tués. Les Russes attaquent, puis rentrent chez eux, passent du temps avec leurs familles et leur morale reste élevée. Ensuite, ils se rendent dans un centre d'entraînement, où ils sont mis à jour avec les tactiques les plus récentes issues de la réalité du champ de bataille. Il ne faut aux Russes que quelques jours ou semaines pour tirer une leçon, la faire approuver doctrinalement, l'intégrer à la formation et la renvoyer sur le champ de bataille. Ils se sont adaptés à cela. C'est une réalité étonnante de l'armée russe aujourd'hui, quelque chose que l'Occident a totalement manqué. Voici comment les médias grand public européens, en particulier occidentaux, présentent ces commentaires que Scott vient d'expliquer. Le dirigeant du Kremlin indique qu'il ne renoncera pas à ses objectifs maximalistes dans la guerre en Ukraine. Eh bien, voilà, maximaliste. Ils étaient prêts à se contenter de ce qu'ils étaient prêts à accepter en avril 2022. Maintenant, bien sûr, les faits sur le terrain montrent qu'ils peuvent obtenir bien plus et qu'ils y insisteront. Le contexte de tout cela, si l'on regarde comment Trump le perçoit, c'est qu'il sait que Biden a été mal conseillé par les renseignements qu'il a reçus, avant tout par cette femme, Avril Haines, la directrice du renseignement national, qui a dit à Biden en décembre 2022 « Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Les Russes perdent sur le front. Ils ne sont pas capables de remplacer les armes qu'ils abandonnent ou qui sont détruites. Ils n'ont aucune capacité nationale pour remplacer ces armes. » Ne t'en fais pas, c'est dans la poche. Elle a dit ça publiquement. Imagine ce qu'elle devait dire à Biden en privé. 6 mois plus tard, en juillet, Bill Burns, le directeur de la CIA, a dit au président de déclarer à Helsinki, dans un discours officiel, « Poutine a déjà perdu. » D'accord. Alors, d'où Bill Burns tenait-il cette information? Eh bien, j'ai retracé la source, et il revenait justement de Kiev. Il a parlé avec Zelensky et lui a dit « Vous savez, je dois informer le président de la situation. Comment ça se présente ?» Et Zelensky répond « C'est dans la poche. Aucun problème. La Russie a déjà perdu. » Voilà donc le contexte.
Puis il y a Kellogg, il y a seulement 4 mois, qui dit à Trump, « Écoute, on peut encore gagner. » Les Ukrainiens tiennent toujours bon. Les Russes sont sur la défensive. Ils perdent des centaines de milliers d'hommes, leur économie s'effondre. Alors, tout à coup, il y a environ 6 semaines, Trump obtient les vraies informations. D'accord, il renvoie Kellogg, marginalise Rubio et dit « Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» Au même moment, Poutine tient une grande conférence de presse un peu sur un poste avancé. Il est informé par le chef d'état-major, Gerasimov, pour éviter la lassitude. Il dit alors, « Dites-moi, comment ça se passe sur le front? Et est-il vrai que nous avons 2 zones principales, Pokrovsk et une autre, encerclées, de sorte qu'il y a 10 500 Ukrainiens qui ne peuvent pas sortir? Est-ce vrai? » Oui, oui, monsieur. Eh bien, ne les tuez pas tous, pour l'amour de Dieu. S'il vous plaît, ne les détruisez pas. Donnez-leur une chance de se rendre. Savent-ils qu'ils ont cette chance? Ils ne peuvent pas sortir. Eh bien, si, ils le savent. D'accord, mais ils n'y ont pas vraiment prêté attention, parce que, comme Scott l'a dit, Zelensky ne leur aurait pas donné la permission de se rendre. Donc, beaucoup d'entre eux essayent quand même de s'échapper, et la plupart de ces gens se font tuer. Alors, quel est le but ici? Lors de ce même petit briefing au quartier général, Poutine dit « Alors, général Gerasimov, vous m'avez parlé de cette nouvelle arme, mais j'ai oublié. Dites-moi, jusqu'où a-t-elle volé? Oh mon Dieu, 14 000 kilomètres. Et combien de temps est-elle restée en l'air? Oh mon Dieu, où peut-elle aller? Oh, c'est un missile de croisière. » Et sinon, nous n'avons pas seulement Avant-Garde, nous avons Burevestnik et nous avons Poséidon, que Poutine a également présenté quelques semaines plus tard. Donc, la situation stratégique est claire. Les Russes ont maintenant l'avantage. Je veux dire, c'est vraiment le cas. Je veux dire, nous serons tous les deux morts si ces armes sont utilisées, mais les Russes ont certaines choses que nous n'avons pas, d'accord? Maintenant, le reste, c'est que la façon dont les choses se déroulent, la démilitarisation signifie soit que tous ces types se rendent, désertent, essayent de s'enfuir ou soient tués. C'est la situation que Trump a en quelque sorte reconnue maintenant. Il dit d'accord, eh bien, je vais adopter la voie noble et dire « Mettons fin à ce fichu truc et empêchons 50 à 60 000 personnes de plus d'être tuées, puisque ce territoire. » Trump dit cela. Puisque ce territoire sera probablement occupé par les Russes, de toute façon, quoi que nous fassions. Donc, ils se rassemblent tous ici. Et comme je le dis, je suis vraiment choqué par la rapidité avec laquelle tout cela se déroule. En d'autres termes, Witkoff et Kushner n'étaient pas rentrés chez eux depuis un jour, qu'ils avaient déjà invité les Ukrainiens à revenir à Miami pour leur expliquer ce qui se passe. Donc, vous savez, d'ici Noël ou le tournant de l'année, nous n'aurons pas un accord de paix, mais quelque chose comme un accord cadre, où, enfin, l'Ukraine dira « D'accord, nous ne voulons plus faire partie de l'OTAN. » Et que feront les Européens? Ils s'agiteront dans tous les sens, et ensuite ils ne pourront rien faire, car ils n'ont pas d'argent, pas d'armes, et pas de troupes dignes de ce nom. Surtout en ce qui concerne Pokrovsk, les grands médias occidentaux publient constamment des gros titres. Arthur parlait du rythme lent de la Russie sur le champ de bataille, Pokrovsk n'ayant pas encore été prise. Il présente cela comme des affirmations. La Russie affirme que Pokrovsk est en train de tomber. Elle affirme qu'elle fait X, Y, Z sur le champ de bataille. Parlons-en. Comment réagis-tu à cela? Je vais lancer une vidéo pendant que tu parles, montrant comment Reuters a couvert la prise de Pokrovsk. C'est intéressant, car il ne montre pas beaucoup de forces russes, ce qui correspond à la manière dont tu viens de décrire la façon de combattre de la Russie sur le champ de bataille. Tout d'abord,
il faut comprendre que nous sommes au milieu d'une vaste opération de guerre de l'information menée par la Russie et l'Ukraine, mais dirigée par les Britanniques. Les États-Unis n'y participent pas. Les médias occidentaux ne sont plus connectés. Il faut comprendre que les grands médias américains considèrent Trump comme l'ennemi, donc ils dépendent totalement des sources d'information européennes, en particulier de l'Ukraine. Et ce que nous savons, et c'est une réalité incontestée, c'est que les Britanniques ont demandé aux Ukrainiens de suspendre les développements sur le champ de bataille pendant 48 heures. Ainsi, ce qui était rapporté datait de 2 jours, car ils ne voulaient pas que les informations correspondent à ce que disaient les Russes. Ils voulaient créer un décalage entre les affirmations russes et ce que disait l'Occident. Alors, plutôt que de fabriquer des données, ils ont simplement utilisé des cartes vieilles de 2 jours, en disant « Voici la réalité. Non, nos troupes sont toujours ici. » Les Russes disaient « Non, nous avons nettoyé ce village aujourd'hui. » Mais les Ukrainiens répondaient « Non, selon le rapport de Syrski, les troupes sont toujours dans ce village. » En réalité, elles y étaient il y a 2 jours, mais plus maintenant. C'est terminé, ce stratagème s'est effondré. Mais c'est ça, l'histoire de Pokrovsk. L'idée était de donner l'impression que les Russes exagéraient, mentaient ou fabriquaient des données, que la situation n'était pas aussi grave qu'elle en avait l'air. La réalité, c'est que la situation était très mauvaise. Les Russes, je ne dis pas qu'ils sont précis à 100% tout le temps. Le brouillard de la guerre est bien réel. Mais encore une fois, quand cette guerre sera terminée, et je l'ai déjà fait pour les phases initiales du conflit, surtout après, vous savez, l'arrivée de Shoigu, si l'on compare les déclarations russes avec la carte, c'est pratiquement exactement ce que la Russie disait, jusque dans les détails des pertes humaines. Les Russes n'exagèrent pas. La seule chose qu'ils ne font pas, cependant, c'est de donner une évaluation totalement exacte de leurs propres pertes. Ils sont très précis concernant les pertes ukrainiennes, mais beaucoup moins en ce qui concerne les leurs. Mais encore une fois, j'ai interviewé un type très bien connecté au ministère russe de la Défense, et il m'a dit, je ne révèle aucun secret ici, c'est encore quelque chose de très confidentiel, mais il m'a dit que, vous savez, l'Ukraine avait subi entre 1,5 et 1,7 million de pertes irrécupérables. Il a dit que la Russie en avait probablement subi davantage, environ 10% de ce chiffre, peut-être un peu plus. Donc je pense que le nombre est de 188 000. Ce sont des pertes irrécupérables, morts et mutilés de façon permanente. C'est énorme. C'est vraiment beaucoup. 4 ans, 198 000. Mais ce n'est rien comparé à ce que les Ukrainiens ont subi. Mais ce que je veux dire, c'est que les Russes disent la vérité sur la situation sur le champ de bataille. Il n'y a pas de décalage. Les Russes n'ont aucune raison de mentir, alors que les Ukrainiens ont toutes les raisons de le faire. Tout comme les médias occidentaux, qui mentent au nom de l'Ukraine. Car si la vérité complète sur l'état réel de l'armée ukrainienne était connue, la guerre serait terminée aujourd'hui. L'armée ukrainienne se rendrait, car elle sait qu'elle va mourir. C'est le dénouement inévitable. Ils vont tous soit se rendre, soit être blessés, soit mourir. C'est tout. Il n'y a pas d'autre issue. Les Ukrainiens ne gagneront pas cette guerre. C'est terminé. Il ne reste plus que les tueries. Et comme je l'ai dit plus tôt, le dernier mois d'une guerre, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, est le plus sanglant. Et il y a, vous savez, une chance que les Ukrainiens se battent durement dans les derniers instants. Mais cette guerre est finie. Pokrovsk en est la preuve. Maintenant, l'autre chose que nous voyons à propos de Pokrovsk, c'est comment elle était, vous savez, le centre de la logistique, du commandement et du contrôle de l'Ukraine, l'ancrage des défenses du Donbass dans cette région. Pokrovsk est stratégique, blablabla, mais à mesure qu'elle tombe,
Ah, c'est qu'un autre village. Ne vous en faites pas. Quoi, Pokrovsk? C'est même sur la carte? Oh, je ne savais pas que nous défendions Pokrovsk. Je veux dire, toute cette idée de minimiser les conséquences. Mais tout le monde sait à quel point Pokrovsk était important. L'élément clé, ce sont les brigades qui ont été détruites en défendant Pokrovsk. C'étaient les meilleures brigades que l'Ukraine possédait. Elles ont été engagées dans ce combat pour tenter d'empêcher cela. L'Ukraine a tout fait pour éviter que l'Ukraine ne tombe. Encore une fois, une autre bataille qui sera étudiée une fois la guerre terminée et les archives entièrement ouvertes, c'est la manière dont les Ukrainiens ont utilisé leurs forces de drones pour créer un mur de drones afin d'arrêter les Russes. Et cela a été très efficace. J'ai parlé à des Russes qui s'y sont retrouvés pris, et ce n'était pas une bonne journée pour ceux qui étaient sur le terrain. Tu ne passes pas une bonne journée quand les drones sont au-dessus de ta tête et que tu n'as rien, tu es littéralement une cible immobile. Il y a eu un moment, pendant quelques jours, où les Ukrainiens ont rendu la vie infernale aux Russes là-bas. Mais ensuite, ils ont tout engagé. Le problème, c'est qu'ils ont rassemblé tous leurs moyens de drones, les ont déployés, ont fait venir des unités de contrôle de drones fraîchement formées, et ils étaient là dehors à lancer leurs drones. Des dizaines de milliers, 5 drones par soldat russe. Je veux dire, ils le faisaient vraiment. Puis les Russes ont fait venir leurs propres unités de drones. Les Russes ont pu effectuer de la surveillance et ont découvert où se trouvaient tous les opérateurs de drones ukrainiens. Et puis ils les ont tous tués avec des missiles Iskander, avec des drones Géranium, avec de l'artillerie. Ils les ont tous tués, puis ils les ont repoussés. Pour les Ukrainiens, ce fut une victoire à la Pyrrhus, car certains des meilleurs et des plus brillants opérateurs de drones que l'Ukraine possédait, des personnes fraîchement formées, hautement instruites, sont morts et ils ne peuvent pas être remplacés. Et vous savez, c'est simplement la réalité de Pokrovsk. C'était une bataille que l'Ukraine savait qu'elle ne pouvait pas perdre. Et ils ont tout fait. Ils ont menti, triché, volé, engagé toutes leurs forces, et ils ont perdu. Et la Russie a gagné. La bataille est terminée, et l'Ukraine n'a rien à en montrer, si ce n'est des corps sans vie. Eh bien, je ferai simplement remarquer que le nom russe de Pokrovsk est Krasnoarmysk. Krasnaïarmia, c'est l'armée rouge. D'accord. Donc dans quelques semaines à peine, le nom sera changé, non pas pour protéger les innocents, mais pour se vanter de la victoire. Krasnaïarmia sera le nom de Pokrovsk. C'était un centre névralgique. Il n'existe plus maintenant. Comme Scott l'a dit, les Ukrainiens et l'Occident en minimisent l'importance, mais c'est un événement majeur. Les Russes peuvent aller jusqu'au Dniepr. Qu'ils le fassent ou non n'a pas d'importance. Il ne s'agit pas de gains territoriaux ou géographiques, il s'agit de démilitarisation, c'est-à-dire d'éliminer les troupes de l'armée ukrainienne. Et les Russes y parviennent. Ils ont des chaudrons. Alors, ce qui me dérange, et j'ai pris une petite note pour le mentionner, c'est que je ne sais pas ce que les Britanniques, qui sont d'ordinaire les auteurs d'opérations sous faux drapeau, pourraient faire. Bien sûr, les Polonais et les autres, les Lituaniens, Lettons, Estoniens, coopéreront. Mais j'ignore ce qu'ils ont dans leur arsenal qu'ils pourraient utiliser maintenant pour perturber ce qui se passe. Je suppose que je dois simplement dire que, puisque je ne sais pas ce qu'il y a dans l'arsenal, peut-être que d'autres ne le savent pas non plus. Et ce qui m'effraie, c'est qu'ils pourraient lancer une attaque majeure, quelque chose impliquant une centrale nucléaire ou quelque chose de ce genre, pour faire dérailler toute cette affaire s'ils le pouvaient. Et c'est ce qui me dérange, parce qu'ils ont désormais toutes les raisons de le faire. Les Britanniques ont échappé à beaucoup de reproches de la part des Russes. Les Russes les accusent, mais ils ne se sont pas encore vengés jusqu'à présent.
Et si les Russes ripostent contre un allié de l'OTAN, je pense que les Britanniques seront en première ligne. Et, vous savez, je suis irlandais, donc je suis un peu partial. Mais Jeffrey Sachs n'est pas irlandais, il est juif. Et il dit que les Britanniques sont responsables de presque tous les maux du monde au cours des derniers siècles. Et quand on y regarde de plus près, on peut un peu comprendre pourquoi il dit cela. Il est aussi, bien sûr, plus instruit et plus qualifié que moi.